Bonsoir Richard. Merci Nicolas, bonsoir à tous. Bonjour Renan. Bonjour. Il y a Margot. Bonjour. Gabriel. Bonjour. L'autre Gabriel. Salut tout le monde. Nicolas. Bonjour. Il y a donc une fille et 4 garçons, je ne me suis pas trompé. Voilà. Donc ce sont des élèves de CM1, Renan, et 4 de CM2. Ils ont 9 ou 10 ans, pas plus? Oui. Pas moins? Donc, et ils ont plein de choses à vous raconter. Donc d'abord, quelques présentations. On va commencer par Nicolas. Je me présente. Je m'appelle Nicolas Delot. J'ai 10 ans. J'habite à Lagny. Je n'ai pas de frères et sœurs. Ma couleur préférée est le bleu cyan. Mon animal préféré est le guépard. Ma chanson préférée, courtésicale. J'aime 2 choses, les animaux et les livres. Je déteste 2 choses, le soir et le racisme. Mon métier plus tard, être paléontologue car j'aime les dinosaures. Paléontologue? Paléontologue. Paléontologue, c'est celui qui étudie les pattes? Non. Non. Paléontologue, d'accord. Margot. Bonjour, Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 10 ans, j'habite à Plessis-Cacheleux. J'ai une sœur qui s'appelle Manon. Ma couleur préférée, le rouge. Mon animal préféré, le chien. Ma chanson préférée, je cherche la paix. J'aime 2 choses, la zumba et le poulet. Je déteste 2 choses, les épinards et ranger ma chambre. Mon métier plus tard, c'est pâtissière, car j'aime faire des gâteaux. Ah, t'as failli dire j'aime manger les gâteaux. C'est un lapsus qui en dit long. Alors, on va demander à Gabriel. Je me présente. Je m'appelle Gabriel Dufay. J'ai 10 ans. J'habite à Plessis-Cacheleux. J'ai 2 sœurs, Emma et Angèle. Ma couleur préférée est le bleu. Mon animal préféré est le guépard. Ma chanson préférée est Demain de Big Flo et Oli. J'aime 2 choses, dessiner et faire du sport. Je déteste 2 choses, les brocolis et les super-héros. Mon métier plus tard, designer automobile dans des grandes marques de voitures. Je m'appelle Ronan Lefebvre, j'ai 9 ans, j'habite à Dives. J'ai 2 frères qui s'appellent Tom et Maël. Ma couleur préférée est le bleu turquoise. Mon animal préféré est le lézard. Ma chanson préférée s'appelle Clown. J'aime 2 choses. J'aime bien jouer avec mon petit frère et la lecture. Je déteste 2 choses, les épinards et jouer avec mon grand frère. Mon métier plus tard, paléontologue. Si. Donc, étudier les pattes, c'est ça? Non. C'est quoi déjà? Il cherche des os de dinosaures pour les étudier. Donc des dinosaures. Hein. Très bien. Alors, on va faire un petit tour rapide. Gabriel. Ah bah... J'ai oublié. Ça y est, moi j'ai une bronchite qui me fait perdre tous mes moyens. Déjà que je n'avais pas beaucoup avant. Vas-y, Gabriel. Bonjour, je m'appelle Gabriel Sanchez. J'ai 10 ans. J'habite à Lagny. J'ai 2 sœurs qui s'appellent Marilou et Sarah. Ma couleur préférée, vert pomme. Mon animal préféré, le lynx. Ma chanson préférée, je n'en ai pas. C'est qui ça? C'est de qui? C'est de qui? Si j'en ai pas... Ça peut être des personnes. Là, tu passes à ton bampagne, tu vois ça. Alors, non, j'ai compris, c'est une blague. Vas-y. Et j'aime 2 choses, les avions de chasse et Star Wars. Je déteste 2 choses, les chatouilles et les magasins. Mon métier plus tard, pilote d'avion de chasse ou instructeur sur le Rafale. D'accord. Donc c'est qui la chanson? Tu m'as dit, j'ai pas entendu. Tu n'as pas de chanson préférée, d'accord. Non, mais j'ai bien compris, c'est une blague. Alors, c'est une mauvaise blague. Alors, on va... Salut, c'est Gabriel. Aujourd'hui, je vais vous présenter le drift. Le drift est un sport mécanique qui consiste à faire glisser une voiture. Le but est de prendre un virage en dérapant. Tout ceci se fait devant des juges qui notent la vitesse, l'angle d'attaque et le style. L'histoire du drift. Le drift a commencé dans les années 80 au Japon. Le drift d'aujourd'hui a pour origine une forme de course de rue illégale pratiquée par les oku sur les routes sinueuses des montagnes du Japon appelées toge. Les voitures. Les voitures de drift sont souvent des propulsions.
Cela veut dire que ce sont les roues arrière qui entraînent la voiture. Parfois, des 4 roues motrices sont transformées en propulsion. Les voitures sont souvent modifiées pour avoir plus de puissance. Elles font à peu près 500 chevaux. Les différentes épreuves de drift. Il y a plusieurs épreuves. Passer le plus proche possible d'un mur, faire le plus de fumée possible, le drift à 2 et être le plus de travers possible. Mon expérience dans le drift. Pour mes 10 ans, mes parents m'ont offert un voyage en Angleterre pour voir une grande exposition de voitures. Et il y avait une épreuve de drift. Il fallait passer le plus proche possible d'un mur. Avec mon père, nous sommes allés tout près du mur où les voitures passaient. Nous avons reçu plein de bouts de gomme dans les jambes et on sentait la fumée. Mon texte vous a plu et que vous avez appris plein de choses sur le drift. Bye bye. Moi j'ai appris plein de choses puisque je ne savais pas ce que c'était il y a encore quelques jours. Donc ça doit être très spectaculaire, j'imagine. Hein. Oui. On va te poser plein de questions. Allons-y. Qui est-ce qui a une question? Vous levez le doigt et on vous interroge. Nicolas. Est-ce que c'est difficile de faire du drift? Sans papier peut-être? Oui, c'est assez dur car les voitures sont très puissantes et c'est difficile de les contrôler. Les plus grands drifters s'entraînent sur des jeux vidéo avant de conduire une vraie voiture. Renan. C'est quoi le drift à 2? C'est 2 voitures qui se collent en dérapant et c'est très dur car il ne faut surtout pas foncer dans l'autre. Mais qu'est-ce qu'elles font? Elles font les mêmes figures ensemble ou Oui, opposées? ils font les mêmes figures ensemble collées et puis ils driftent. Margot. Explique-nous comment ça marche le drift. Il faut prendre un virage en dérapant vite pour que la voiture puisse déraper. Et qu'est-ce qu'on fait aussi pour... On donc tourne, accélérer très fort? on accélère très fort. Faut pas freiner en même temps? Non? On accélère, on freine et on tourne en même temps. Et puis ça fait déraper la voiture. Et est-ce que la voiture elle est préparée exprès? Est-ce que Oui. il y a des freins spéciaux peut-être? Oui, ou il y a des freins, oui, un peu plus... Il y a des freins exprès pour le drift et puis... Et puis il faut des pilotes un peu fous, non? Non? Des très très bons pilotes. Oui, très bons j'imagine. pilotes. Gabriel. Comment doit être une voiture pour le drift? Ça doit être une propulsion, elle doit être très puissante. D'accord. Donc avec ma petite voiture à moi, je ne vais pas dire la marque, on n'a pas le droit. Donc ça ira pas? Non, ça ira pas du tout. Parce que moi j'ai fait le tour du quartier, c'est pas du drift? Non, pas du bon, tout. D'accord. C'est un peu trop grand comme circuit, ça. Alors, elle était comment ton expo de voitures à Londres? Elle était bien? Comment elle était? Elle était super. J'ai adoré voir plein de voitures et l'épreuve de drift était impressionnante. Alors c'est une expo de voitures que de drift ou il y avait d'autres? Il y avait des voitures américaines. Mais qui faisaient que du drift? Non, il y avait des autres spectacles et c'était pas une expo exprès pour le drift. Alors dis-nous un petit peu qu'est-ce qu'il y avait comme voiture? Des américaines, tu nous as dit? Oui. Elles étaient beaucoup plus grandes, j'imagine, comme dans les films? Oui. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait des voitures japonaises modifiées. C'est-à-dire? Ils étaient rabaissés avec des belles jantes. D'accord. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Donc il y avait des voitures de drift qui étaient présentées? Alors, Oui. ça, c'était plutôt un spectacle? Oui. D'accord. Tu as été quand à cette expo? C'était quand? Au mois de mai l'année dernière. Au mois de mai. Donc il n'y a pas longtemps en fait. Oui. Tu as été comment? On était en voiture, après on a pris le shuttle. Shuttle, très bien. Et après on a fait la route jusqu'à l'exposition. D'accord. C'était impressionnant le shuttle? C'était impressionnant? Oui, et puis j'aurais cru que ça aurait été plus long, mais non. Ah, c'est ça l'avantage. Hein. C'est ça l'avantage. Est-ce que ça fait du bruit le drift? Oui, ça fait du bruit, mais ça dépend aussi des voitures. Et le bruit vient de quoi, le bruit? Du moteur et puis aussi des pneus qui grincent sur le bitume. D'accord. Et puis, est-ce qu'on peut faire du drift sur la glace ou de la neige? Moi, j'ai déjà vu des courses à la télé. Moi, j'y connais pas grand-chose. On voit des voitures, mais en fait, elles font pas du drift. Elles tournent. C'est pas du drift, ça? C'en est pas. C'est un petit peu du drift, mais c'est plus dur d'en faire parce que la voiture, elle glisse beaucoup mieux que sur de la route. D'accord.
Moi, j'ai fait du drift une fois, mais j'ai eu du bol, c'est sur le verglas. Je roulais pas vite, puis j'ai fait un tour complet, mais c'est pas du drift, ça, je pense pas. C'est plutôt un accident contrôlé. Non, c'est un défaut de maîtrise du véhicule. Voilà. Mais là, tu es sur un terrain glissant, méfie-toi. Hein. Bon, voilà. Bah écoute, ton sujet, il est très intéressant parce que j'ai jamais entendu parler. Bon, j'ai déjà vu ça à la télé des fois, mais je pensais pas que c'était un. Donc c'est un sport en fait. Oui, c'est un sport. Et pourquoi tu t'y intéresses? Qu'est-ce que tu fais depuis quand? J'adore les voitures depuis toujours. Et puis, puisque c'est une discipline de voiture, j'ai adoré tout de suite. Ça, c'est pas depuis que ta mère elle a fait du drift sur le parking de l'école? Non. Non, j'ai dû te confondre avec quelqu'un d'autre. D'accord, bah écoute, super thème, on te remercie. On a appris des choses. Moi, je pense qu'il faut quand même être un super pilote, hein. D'accord. Oui. Super pilote. Sinon, est-ce que ça peut être dangereux? Bah oui. Ouais, c'est-à-dire dans quelle occasion? Des fois, quand on passe proche d'un mur, on peut taper et puis il y a des gros blocs de béton, mais ça casse la voiture et ça peut nous propulser vers le pare-brise. Moi, j'ai du mal à voir comment on fait du drift à deux. Ça doit être assez impressionnant, encore plus impressionnant que tout seul. Bah oui, c'est impressionnant. Tu en as vu à deux? T'en as vu? Oui, j'en ai vu. Coucou, c'est Gabriel. Je vais vous présenter la Patrouille de France. La Patrouille de France, ou la PAF, c'est une équipe de présentation de l'armée de l'air qui fait des démonstrations aériennes en France et à l'étranger. Depuis 65 ans, la PAF fait des meetings aériens et survole des lieux mythiques comme les Champs-Élysées, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe lors des commémorations militaires avec leur fumée bleu-blanc-rouge. La PAF est une unité de 9 pilotes, 3 dirigeants, 32 mécaniciens. Les mécaniciens ont chacun un rôle différent, électronique, moteur, etc. Les 9 pilotes restent entre 2 et 5 ans dans la patrouille. Ils décident ensemble des figures et du programme de leur démonstration. C'est sans doute les meilleurs acrobates de l'armée de l'air. Ils viennent tous de l'armée de l'air et ont beaucoup d'heures de vol sur plein d'avions avant de rentrer dans la patrouille. Et ils retourneront piloter des autres avions après la patrouille de France. Cette année, le leader est le lieutenant-colonel Devas, aussi appelé Athos 1, aidé par le commandant Racine, qui est le charognard. C'est celui qui est placé juste derrière lui en formation et qui prendra la place du leader l'année prochaine. Il y a aussi 7 autres pilotes, dont un remplaçant qui est capable de remplacer tous les pilotes sauf le leader. Et donc il doit apprendre toutes les figures de tout le monde. Depuis la création de la PAF, il y a 65 ans, il y a eu 3 sortes d'avions. Au début, des Mister 4, puis des Fuga Magister et en ce moment des Alpha Jet. Les Alpha Jet sont normalement des avions à école. Ils sont petits et très agiles. Ils peuvent voler à 3 ou 4 mètres l'un de l'autre. Ils font plein de figures. La Patrouille de France a aussi un A400M, le tout nouvel avion de transport de l'armée pour transporter leur matériel et les mécaniciens sur les meetings ou à l'étranger. Avec leur Alpha Jet, les pilotes font des démonstrations dans des meetings aériens partout en France. Je les ai déjà vus 3 fois à des meetings au Bourget, à Albert et à Saint-Quentin. J'ai tous les autographes sur le livre des ambassadeurs 2018 et sur le poster 2017. Autographes des pilotes. Oui, des pilotes. Dans les meetings, les pilotes de la Patrouille de France font des vols en formation, des figures ensemble. Entre deux, il y a des croisements serrés faits par 2 ou 4 pilotes. Ils arrivent face à face et se croisent très vite et très près. C'est très impressionnant. Chaque figure a un nom. Par exemple, le cœur, Barkhane, tonneau envoyé, etc. Ma préférée est l'éclatement final. Lors de cette figure, ils arrivent face à nous et tous ensemble font un looping en forme d'éventail avant de repartir. Après chaque meeting, les pilotes se posent et viennent rencontrer le public. C'est comme ça que j'ai eu mes signatures, mes livres et mes posters.
J'ai réussi à me faire prendre en photo avec le leader 2017 et une autre fois avec le leader 2018. C'est les meilleurs, ils sont des stars mais ils ne sont pas prétentieux. Ils sont très sympas et discutent avec tout le monde, les grands et les enfants. Comme ils sont sympas, ils parrainent 2 associations. Le CNINI, une association qui aide les personnes handicapées physiques à faire du sport. L'association Sourire à la vie, qui aide les enfants très malades à l'hôpital. Et la FOSA, qui est un organisme d'entraide et de solidarité. Plus tard, comme je voudrais être pilote de l'armée de l'air, je rêve d'intégrer la patrouille de France. Et si j'arrive à être pilote, je voudrais faire un razmot au-dessus de la maison de Monsieur Chaudet, pour qu'il se rappelle de moi. Et voilà, c'est déjà terminé. Il n'était pas dans le premier texte, ça. Il n'était pas ça. Ouais. Bon, toi, t'es pas encore en 6e, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Ça... Alors, on sent dans le texte de Gabriel, comme dans le texte de Gabriel numéro 1, que le thème l'intéresse énormément. On va te poser des questions. Allons-y pour les questions. Gabriel, comment as-tu fait pour être pris en photo avec les pilotes? Alors, comment ça s'est passé? Tu les as obligés, tu les as menacés, comment tu as fait? Au meeting, quand ils sont atterris, ils sont venus voir le public et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai pu me faire prendre en photo. Mais est-ce qu'il y avait beaucoup de monde qui leur demandait? Oui, il y avait plein de personnes. Donc, tu as dû faire la queue, tu les as eu tout de suite ou... On a dû attendre un petit peu, il y avait plein de personnes autour et du coup, on a dû avancer, se faufiler, tout ça pour faire des photos. Mais ça valait la peine. Quand ils font peine. l'autographe, est-ce qu'ils se posent avant ou pas? Ou ils te le mettent ils ralentissent et... Bah oui, il faut quand même qu'ils se posent. Ils se posent, d'accord. Deuxième question. Renan. Pourquoi veux-tu être pilote de chasse? Alors, qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Dis-nous. On a déjà expliqué un petit peu déjà. Parce que j'adore les avions et l'armée. Et puis, j'aime bien les avions parce que ça vole. C'est pas comme une voiture, c'est plus... Tu es déjà monté en avion? Oui, une fois, dans un petit avion, j'ai fait un tour dans la baie de Somme. D'accord, ça a dû être pas mal ça. Et pendant combien de temps tu as volé? À peu près 1h30. Ah bah attends, c'est un très très beau voyage là. Hein. Un petit avion c'est bien parce on n'est pas très haut, enfin on peut aller haut, mais et on voit bien que sur leurs gros avions, bah on est très très haut et des nuages et on voit pas bien. Hein. Donc tu as dû faire un beau voyage. Autre question, allons-y. Margot. À quelle vitesse les Alpha Jet À quelle vitesse volent les Alpha Jet? Les Alpha Jet, ça vole à quelle vitesse? Tu nous l'as dit déjà, je crois. Entre 800 et 1000 km/h. D'accord. Et donc, et les autres avions, tu sais, là, ceux d'avant, la même vitesse à peu près, j'imagine? Non, je sais pas. Et lorsqu'ils volent à cette vitesse-là, lorsqu'ils sont en train de faire leurs exercices, oui, ils vont un peu moins vite? Oui, de toute façon. oui, ils font à cette vitesse-là. Ah, mais, donc c'est extrêmement vite, hein. Faut pas se rater. Il y avait qui encore, Nicolas? Et Nicolas? Est-ce que c'est un peu dangereux de piloter dans la patrouille de France? Oui, parce qu'ils volent très près et il faut toujours être attentif pour ne pas faire d'erreur de pilotage. Là, parce qu'ils ne sont pas à 2, ils sont à combien? Ils sont à 8. À 8. Et donc, là, des fois, ils sont face à face. Hein. Tu peux nous réexpliquer donc, c'est celle de l'éclatement final. Comment ça fonctionne? L'éclatement final. L'éclatement final, c'est tous les avions arrivent face à nous et c'est comme si qu'ils éclataient, ils font un looping en arrière, mais tous dans une direction différente. Est-ce que tu sais à quelle distance ils volent l'un de l'autre lorsqu'ils sont en patrouille? Combien ils sont l'un de l'autre à peu près? De 3 à 4 mètres. 3 à 4 mètres, hein, c'est incroyable. C'est un petit peu comme moi par rapport à Gabriel. Hein. Déjà, c'est dangereux. Alors, t'imagines, toi, 2 avions, c'est dangereux pour toi, je parle. Hein. Bon. Pourquoi faut-il beaucoup de mécaniciens? Il faut beaucoup de mécaniciens parce que chaque mécanicien a une spécialité, donc il faut 5 à 6 mécaniciens par avion. D'accord. Bon, raconte une figure. Donc, tu as fait le Barkhane, c'est quoi Barkhane comme figure? Je sais plus. Tu te rappelles plus? Le cœur? Le cœur, c'est 2 avions font une forme de cœur et puis il y a un avion qui vient faire un trait dedans. D'accord, un trait, c'est-à-dire? Comme une flèche. Avec la fumée derrière ou... Oui, oui, avec la fumée. Et où la patrouille de France se produit-elle dans le monde? En France et à l'étranger,
En 2017, ils sont allés en Amérique et en 2018, au Royaume-Uni, en Italie, en Belgique et en Slovaquie. Et donc toi, apparemment, tu ne rates aucun des festivals, des meetings. En France, apparemment, tu vas... Cette année, je suis allé que à un. Non, mais t'as été l'an dernier aussi, non? Oui, l'année dernière aussi, puis l'année encore d'avant, un. Et puis il y avait aussi Gabriel qui était venu avec nous. Et il passe dans la région tous les ans? Il passe dans la région? Oui, tous les ans. Oui, tous les ans. C'est soit ils font un an sur 2 à Albert et à Saint-Quentin. On pourra peut-être les faire venir sur le parking de l'école de Cuy. C'est pas sûr. Je pense déjà un Alpha Jet, ça va avoir du mal à rentrer à leur 8. Mais bon, si on cherche des petits détails, on peut pas y arriver. Faut réfléchir, d'accord? Bien. Alors, écoute, merci Gabriel pour ce thème. C'est très impressionnant, le drift, la patrouille de France. Le Touquet. Plus fort. Le Touquet. Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 10 ans. Je vais vous parler du Touquet. Le Touquet est aussi appelé Touquet Paris-Plage. C'est une commune française située dans le département du Nord-Pas-de-Calais, dans la région Hauts-de-France. C'est une station balnéaire de 4285 habitants, peut accueillir pendant l'été 250 000 personnes. Pour aller au Touquet, il faut à peu près 2 heures de route s'il n'y a pas de bouchon. Pendant le trajet, maman nous lève vers 7 heures. Pendant qu'on est prêt, ma sœur et moi, direction le Touquet pour les vacances. Au bout de 2 heures de route qui m'ont semblé longues car ma sœur demandait tout le temps, on est arrivé là-bas. Nous dormons dans un appartement qui est situé à 5 minutes de la place. Ce que j'aime au Touquet, c'est qu'on peut faire des longues balades au bord de mer, faire du poney et se promener en ville. Sur la grande place, il y a un carrousel à 2 étages et des chevaux en bois à pédales. Voilà, c'est la fin de mon texte. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, ça donne envie d'y aller. Tu nous as dit qu'il y avait combien d'habitants d'habitude, à peu près 4000. 4285. Et donc, ça monte à 250 000 personnes. Je ne sais pas où est-ce qu'ils les mettent, mais c'est une station balnéaire qui attire beaucoup de monde. On va te poser des questions pour que tu nous emmènes en vacances avec toi, d'accord? Tu nous emmènes? Tu veux bien? Oui. Tes parents, ils veulent bien? Tu leur as demandé la permission? Parce qu'on est des gros mangeurs, nous, tu sais, donc... Bon, vas-y, interroge. Renan? Tu vas souvent au Touquet? Vas-y, sans papier. Oui, j'y vais souvent, mais pas cette année. Tu es déjà allé combien de fois? À peu près. 100 fois? Elle aime même pas. Elle y va 3-4 fois? 5 ou 6. 5 ou 6 fois, ouais. D'accord. Donc ça vous a bien plu cette sortie-là. Oui. D'accord. Vas-y, interroge. Nicolas? Quelles sont les activités que tu pratiques au Touquet? Mes activités sont les balades au bord de mer et en centre-ville. Alors, les balades, c'est quoi les balades? C'est qu'on marche. Non, ça j'ai compris ça, mais tu vas où? Tu te balades, tu vas aller voir quoi? Au bord de mer, on va... Sur la plage, oui. Ensuite dans le village, dans la ville, oui. On dirait que c'est une ville quand même. Oui. Et ensuite, tu as dit quoi d'autre? Comme activité? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te baigner quand même? Oui, aussi il y a du poney là-bas. Tu fais du poney? Alors, tu peux nous raconter un petit peu peut-être, vas-y. En fait, il y a une plage, Si, vas-y, avec tes mots à toi. Il y a une plage avec... Oui, C'est un poney sauvage, vous l'avez capturé, comment ça se passe? Il y a un poney, il y a un âne. Un poney club? Non, il y a... C'est qui le poney? C'est à la commune du Touquet. D'accord. Et tu es monté dessus? Oui. Ça se passe comment? Il y a quelqu'un? Il y a une dame. Un éducateur? Il y a un parent, soit papa ou maman qui viennent. Et on se promène. Et tu vas où avec le poney? On va
Je me rappelle plus trop. Est-ce que vous restez sur place ou vous faites des balades assez longues des fois? Enfin, Il y a un grand terrain, donc... D'accord. Et comment ça se passe? C'est le poney qui vous porte ou c'est l'inverse? C'est comment ça se C'est passe? l'inverse. Moi, je monte dessus. C'est l'inverse, c'est toi qui... Non. Ah bah si. D'accord. Donc c'est un petit poney quand même. Oui. D'accord. Bon. Et tu as déjà fait du poney chez toi, je crois, non? Tu as fait du poney? Non? On l'a chez nous ici, là, non? Si. Tu l'as déjà fait? Une fois. Vas-y, raconte un peu. C'était au club de la CENI. Mais D'accord. j'ai fait qu'une seule fois. Ça t'a pas plu? Si. Si. Tu aimerais en faire? Oui. Tu veux que j'intervienne auprès de tes parents? Bon. Mais bon, je vais pas le faire très fort parce que je vais avoir des ennuis après. Alors, on continue avec les questions. Gabriel, tu fais? Est-ce que tu te baignes au Touquet? Alors, est-ce que tu te baignes? Oui, je me baigne avec mon père et ma sœur. D'accord. Donc, vous vous baignez dans la mer, je pense, non? Oui. D'accord. Non, mais il y a pas de piscine là-bas? Non. Il y a des fois de piscine sur le bord. Hein. C'est bien, c'est agréable là-bas de se baigner? Oui. C'est du sable ou c'est comment? C'est du sable. D'accord. Tu aimes aller au bord de la mer, te baigner, te bronzer, etc. C'est agréable. Hein. On continue. Gabriel. C'est quoi? C'est un lieu de séjour au bord de mer et aménagé pour accueillir des vacanciers. Là, puis donc c'est lié à l'eau en fait, hein, donc pour tout ce qui est rapport à l'eau. Donc, et le Touquet, c'en est une qui est très connue. Est-ce qu'il y a des visites à faire dans la région, mais soit au Touquet, soit à côté du Touquet? Bien sûr, au Touquet, la ville de Étable à 4 km et aussi Boulogne-sur-Mer à 22 km. D'accord. Et est-ce que tu sais nager au fait, toi? Oui, je sais nager. Je vais même à la piscine avec l'école. D'accord. Comment ça se passe à la piscine, dis-moi? Je suis avec le groupe de Monsieur Chaudet. Voilà, encore moi, oui. Vas-y, comment ça se passe? On saute du grand plongeoir. On tu sautes du grand fait plongeoir. des longueurs. Tu sais bien nager? Oui. Est-ce que tu sais bien plonger? Pas trop. Bon, tu te débrouilles à moitié maintenant, hein, on va y arriver là, d'accord? Et enfin, où es-tu déjà allé en vacances à part le Touquet? Chez c'est pas indiscret? Chez mon parrain, à Angers et à Lille chez ma marraine. D'accord. Bah écoute, merci de nous emmener en vacances comme ça. On n'est qu'une douzaine, ça devrait aller, non? Tu nous emmènes au Touquet? Alors, écoute Renan, on va te laisser la parole. Donc Renan, c'est sa première émission. Hein, là. On est un tout petit peu le track, mais beaucoup moins que tout à l'heure. Hein. Toi, tu vas nous emmener dans le temps. Tu vas nous emmener il y a une semaine à peu près. Un peu plus? Oui. Bon, il y a 10 jours. Plus. 65 il y a 100 ans. Beaucoup plus. Bon, combien d'années à peu près? Il y a plus de 65 millions d'années et peut-être même 200 millions. Hein. Est-ce que tu vas nous parler de quoi là? Les dinosaures. Tu vas nous parler d'animaux fabuleux, les dinosaures. Vas-y. Alors, bonjour, c'est Renan. Je voudrais vous parler d'animaux fantastiques, les dinosaures. Ils ont existé il y a très longtemps. En voici quelques-uns. Le Troodon, c'était un dino carnivore de petite taille. Son cerveau était d'une taille plus grosse que la moyenne. Ses yeux étaient orientés vers l'avant et lui permettaient de mieux repérer et chasser ses proies. Le Giganotosaurus. Il tuait ses proies avec ses effrayantes mâchoires. Il pesait 8 tonnes. Il pouvait courir jusqu'à 50 km à l'heure. Le Sarcosuchus. C'était un reptile très grand qui mesurait jusqu'à 15 mètres. Il pesait jusqu'à 10 tonnes. Ce n'est pas un dino. L'Allosaure. C'était un prédateur avec son cou flexible et ses dents coupantes. Il était agile et rapide. Il mesurait jusqu'à 10 mètres de long. Il avait des gros bras avec des griffes. Il vivait en Amérique du Nord et en Europe il y a 150 millions d'années. Le Tyrannosaure Rex. Le T-Rex, c'est l'un des plus gros carnivores de son époque. Il avait une vue excellente, des mâchoires puissantes, des grandes dents et des pattes arrière très petites, très puissantes. Il a des pattes de devant toutes petites. Il était capable d'attaquer des proies beaucoup plus grandes que lui. Il était aussi un charognard, car il pouvait sentir les cadavres grâce à son odorat très fin. Il pouvait courir assez vite. Voilà, c'était Renan. J'espère que mon texte ne vous a pas fait trop peur et qu'il vous a plu. À bientôt.
Donc apparemment, tu as pris des dinosaures et un reptile, c'était des carnivores. Oui. Tu as pris les plus... Enfin, non, ils étaient tous spectaculaires parce que même les herbivores, ils étaient incroyables. Hein. Déjà, certains par les herbivores. Il y en avait qui étaient... Comment ils étaient? Ils étaient gigantesques. Gigantesques, hein, beaucoup plus grand que toi, je pense. Hein. Oui. À peu de choses près. Hein. Ça a 80 tonnes. Tu fais combien à peu près de tonnes, toi? 0. On avait quelques kilos. Voilà. Bah écoute, on a fait un voyage dans le temps. Hein. On va te poser des questions pour continuer à apprendre des choses sur ces animaux fabuleux qu'on a la chance de connaître, mais par miracle en fait. Hein. On lui pose des questions, les petits jeunes là. Allez-y. Gabriel Dufay. Comment on a trouvé les traces des dinos? Alors, on a retrouvé des fossiles. Ce sont des œufs qui se sont transformés en pierre. Alors comment ça se passe? S'il n'y avait pas de fossiles, qu'est-ce qui se serait passé? On n'aurait pas retrouvé la trace des Eh dinosaures. ben, on n'en parlerait même pas. Qu'est-ce qu'ils font les os? Ça fait quoi des os d'habitude? Ou du ça- bois ou... Ça se casse et ça disparaît. Ça disparaît. Donc normalement, ça devrait disparaître. Et la plupart des os, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils se sont transformés en pierre. Non, la plupart des os, ils ont fait quoi? Ils ont disparu. Ils ont disparu. Comment ça se fait qu'on a retrouvé certains os? Qu'est-ce qui leur est arrivé à ces os? Comment ça se fait qu'ils sont transformés en pierre? Tu te rappelles? Non. Eh ben, qu'est-ce qu'il peut expliquer un petit peu? Vas-y, Gabriel. Souvent, ils se sont fait recouverts de boue et ça les a enfoncés dans la terre. Puis ils se sont tassés. Et du coup, quand ça s'est dégradé, il y avait toujours la trace de l'os ou de la... Voilà, il a fallu qu'il y ait une couche de boue par-dessus qui les recouvre, sinon c'était fini. Hein. Donc, il n'y a eu que très peu d'os qui ont été recouverts. Et qu'est-ce qui s'est passé au fur et à mesure? Les os, ils ont disparu et leur place, elle a été prise par de la pierre. Voilà, ça s'est transformé en pierre. Donc, c'est quoi des fossiles en fait? C'est pas des os. C'est de la pierre. C'est de la pierre. C'est hyper lourd des fossiles. Hein. Donc, grâce à ça, on sait que ces animaux-là ont existé et d'autres. S'il n'y avait pas de fossiles, jamais on ne parlerait d'eux. Hein. Voilà, c'est assez magique. Hein, les dinosaures, il y en avait des tout petits, hein, et puis il y en avait des immenses. On continue pour les questions. Gabriel Sanchez. De quelle couleur étaient les dinosaures? Alors, Sans papier. Oh. Quelle couleur? Sans papier. on ne sait pas leur couleur parce qu'on n'a pas retrouvé de peau. Oui, et on a retrouvé quoi? Juste des fossiles. Alors, c'est quoi des fossiles? C'est des os et des œufs qui se sont détruits et à la place, il y a de la pierre. Et la pierre, c'est quelle couleur? Gris. Blanc, gris, Blanc. noir, enfin... Donc, en fait, on saura peut-être jamais quelle couleur ils avaient. Est-ce qu'on pense qu'ils avaient des couleurs, à ton avis? Oui. Est-ce qu'ils ont des cousins encore maintenant? Oui. Les reptiles. Est-ce qu'il y a des reptiles? Bon, il y a des reptiles verts. Est-ce qu'il y a des reptiles qui ont d'autres couleurs? Regarde des serpents, par exemple. Oui. Il y a des serpents jaunes, ils ont des très belles couleurs. Pourquoi est-ce que les dinosaures n'auraient pas des couleurs bleues, jaunes, rouges? On ne sait pas, en fait. Hein. Sans doute, ils en avaient, mais on ne saura sans doute jamais. On continue. Margot. Comment marchent les dinos? Alors, les dinosaures qui marchaient à 2 pattes sont bipèdes et les dinosaures qui marchaient à 4 pattes sont quadrupèdes. Et ceux qui étaient énormes, quand ils marchaient à 4 pattes, comment ils marchaient, à ton avis? Ceux qui étaient très, très gros. Ils étaient quadrupèdes. Oui. Et alors, comment ils marchaient, à ton avis? Ils faisaient la course? Comment ils faisaient? Non. Ils marchaient doucement. Ils marchaient très, très lentement. Il y en a qui faisaient 80 tonnes, tu vois, 60 tonnes, 80 tonnes. Bon, il fallait mieux éviter qu'ils te marchent sur le pied, hein, sinon ça fait mal. Alors ensuite, autre question? Nicolas. Comment les hommes chassent-ils les dinos? Les hommes ne pouvaient pas les chasser car personne n'a vécu au temps des dinosaures. Alors, tu te rappelles quand est-ce qu'ils ont disparu, les dinosaures? Il y a à peu près combien, vous vous rappelez? C'est dur les dates. C'est en millions d'années, hein. Vas-y. 65 millions d'années. 60, 65, 62 millions d'années. Et les hommes, ils sont apparus quand à peu près, l'ancêtre de l'homme? 4 millions d'années. 3 ou 4 millions d'années pour l'instant. Donc en fait, il y a eu 60 millions d'années à peu près où les hommes et les dinosaures ne sont jamais rencontrés. Donc quand on voit dans un film des hommes qui chassent des dinosaures ou l'inverse, C'est faux. c'est faux. Là, ça n'a pas pu arriver. Hein. Voilà, donc mes questions à moi. Quelle taille avaient les dinos? Alors, cela dépend des dinosaures car il y en avait des
des gigantesques, des grands, des moyens et des petits. Voilà, on pense qu'il n'y avait que des grands, mais il y en avait qui avaient la taille d'un petit poulet, tout petit. Voilà, il y en avait des énormes et des tout petits. Comment s'appellent les savants qui étudient les dinosaures? Ben toi, tu veux le devenir? Alors, les savants qui étudient les dinosaures s'appellent les paléontologues. Leur science s'appelle la paléontologie. Très bien, donc tu vas être paléontologue plus tard? Oui. Tu vas aller déterrer des os? Oui. Oui. Et quelles étaient les armes des dinos? Alors, il y en avait plusieurs. Leurs armes étaient les mâchoires, les griffes, la queue, la taille, la carapace et la vitesse. Voilà, les cornes aussi, peut-être, pour Oui. le Triceratops. Il y en avait il y avait vraiment des bizarres en plus, hein. Il y en avait des bizarres, hein. Mais écoute, Ronan, on te remercie. Oui. Est-ce que je peux poser une question? Ah bah non, bah tu ne poses pas la question. Vas-y, tu la poses, tu n'as mais pas moi- d'autorisation. Vas-y. Moi, j'ai pensé que les T-Rex, eh ben, ils avaient une très mauvaise vue. Pourquoi? Parce que il y avait un livre et dessus, il disait que qu'ils voyaient pas très bien. Et bah, sur quoi ils se basaient aussi? Parce que normalement, les carnivores, ils ont une très bonne vue. Ils ont une vue en 3D, mais bon, je ne sais pas sur quoi ils se basent. C'est possible, hein, c'est possible. Hein. En fait, est-ce qu'on sait beaucoup de choses sur les dinosaures? On sait des choses, mais pas tout. Pas tout. Donc, par exemple, le tyrannosaure qui est impressionnant, on pense qu'il courait assez vite, mais comme il était très gros, peut-être que c'était un charognard, c'est-à-dire... C'est quoi un charognard? On peut sentir les cadavres à distance. Parle dans le micro. On peut sentir les cadavres à Alors, distance. comment on peut manger? On peut manger en chassant, Oui. ou alors on peut manger en... On peut manger quoi? Là, les cadavres à distance. Quand on peut les sentir, on va les chercher pour les Voilà. manger. Donc c'est des animaux qui sont déjà morts. Oui. Donc les animaux, bah, ils sont comme tout le monde, ils veulent pas faire d'efforts ou prendre des risques. Est-ce qu'un tyrannosaure va attaquer facilement un tricératops? Non. Ah non, hein, il risque de se faire tuer tout simplement. Hein. Donc qu'est-ce qu'il fait? S'il trouve un animal mort sur le chemin, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va le manger. Bah, il va le manger, ce qu'on appelle des charognards. Hein. C'est moins dangereux. Voilà, bah écoute, on te remercie Ronan hein, pour toutes ces informations sur ces animaux magnifiques, fabuleux, qui ont tous disparu. Vous vous rappelez pourquoi? Vous savez, on a quelques hypothèses. Il y en a une principale. Vas-y Margot, ça serait quoi? Une météorite et un volcan. Alors météorite d'abord. Météorite. C'est quoi l'hypothèse? Qu'est-ce qu'il a fait le météorite? Quelle taille il avait? De diamètre? Je sais. 10 km. Qu'est-ce qu'il aurait fait le kilomètres. météorite? Elle aurait, Il a frappé La terre. elle aurait tapé la terre. la Terre, et donc ça aurait fait une énorme explosion, et puis ça aurait déclenché un nuage qui aurait fait le tour de la Terre, qui aurait tué toute vie de plantes, et donc les animaux en un an. Toi, vas-y. En fait, la météorite, elle s'est écrasée dans le golfe du Mexique, Oui, tu te rappelles du nom? au Yucatan. Alors là, Nicolas, Yucatan, donc effectivement, on a retrouvé un cratère de 300 km... 200. 200 km de diamètre, donc on pense, et ça date de l'époque, donc on pense, voilà. Et deuxième hypothèse, quelles sont les autres hypothèses? Donc elle l'a dit, Margot, c'est pas un, Ronan, C'est plusieurs éruptions volcaniques. plein de volcans qui seraient mis et qui auraient déclenché aussi de la poussière, qui auraient empêché le soleil, oui, Phénomène climatique aussi. et ou alors le climat qui, alors, ça serait peut-être Ils passé auraient changé brutalement et Ah. ils n'ont pas su s'adapter. disons que les météorites et les volcans, ça s'est passé en 1 ou 2 ans. D'accord? Tandis que le climat qui s'est rafraîchi, ça s'est passé en quelques centaines, peut-être milliers d'années. Alors, un autre pour nous, c'est beaucoup, hein. Mais c'était assez rapide et les dinosaures ne supportaient pas le froid. Puis il y a des gens, ils croient que les dinosaures se sentaient mal avant qu'il y ait un cataclysme qui vienne les donner un peu le coup final. Ils avaient attrapé quoi? Une bronchite? Ils avaient quoi? Aucune idée. Aucune idée? Ils ont qu'à se faire vacciner, hein. Mais Vas-y. oui, il y a des... Et aussi, on dit que ça peut être aussi la météorite plus les volcans. Voilà, peut-être qu'il y a tout ça en même temps qui a fait. Alors, tous les dinos ont disparu, mais pas seulement les dinos, tous les reptiles marins. En fait, qui est-ce qui est resté? Qui est-ce qui a survécu? Juste les petites bêtes qui étaient dans le sol, les petits petites mammifères. Oui, pas seulement les mammifères, hein, les reptiles aussi, les mammifères, les insectes. Ils étaient dans le sol, ils ont oiseaux. attendu que ça se passe et Voilà, ils ont attendu et puis ils sont sortis au bout d'1 an. Oui.
Il y a à peu près 98% des espèces qui ont disparu et les dinosaures, c'est des oiseaux. Et qu'est-ce qui serait passé si les dinos n'avaient pas les dinos, c'était les maîtres du monde pendant, on avait compté 230, 170 millions d'années. Qu'est-ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu la météorite ou tout ça, à votre avis? Margot, qu'est-ce qui serait passé si les dinosaures, ils étaient encore les maîtres du monde maintenant? Là, il y aurait plein de dégâts. Oui, d'accord, mais nous on serait où, nous? On serait pas là. Hein? On serait pas là. On serait pas là. C'est-à-dire, il y en a qui disent que c'est peut-être la météorite qui a fait que 60 millions d'années, l'espèce humaine, elle a apparu. Parce que les mammifères, durant les dinosaures, en fait, ils faisaient comme ça, hein. C'est tout petit, ils se cachaient, ils n'étaient pas gros parce qu'ils se faisaient pourchasser par les dinosaures. Vas-y. Et des fois, il restait quelques petits dinosaures. Et puis, il y a des plumes qu'ils ont poussées. Et du coup, ils se sont transformés en oiseaux. Du coup, quand on voit les oiseaux, en fait, c'est des dinosaures. Voilà, les oiseaux, c'est assez bizarre, mais les oiseaux, c'est les descendants des dinosaures en plus petits. Moi, dans un livre que j'ai, vers la fin, ils disent, autrement dit, quand tu manges un poulet, c'est un peu comme si tu dévorais un T-Rex. Voilà, mais moi j'ai déjà eu ça, tu vois, j'ai mangé un poulet, ça m'a fait mal au ventre. C'est comme si j'avais mangé une cuisse de T-Rex, tu vois, c'est un peu lourd. Ça. Non, mais en fait, alors, moi je suis pas un spécialiste, mais les savants disent que le squelette, etc., des oiseaux, c'est le même, celui des dinosaures en plus petit. D'ailleurs, si on regarde un oiseau, qu'est-ce qu'il a sur les pattes? Qu'est-ce qu'il a sur les pattes, l'oiseau? Des écailles. Des écailles, il a des griffes pareilles. Le bec, en fait, c'est un bec, mais quand on regarde, c'est la forme d'une tête de reptile. Donc voilà. Donc de toute façon, les paléontologues, ils ont des certitudes là-dessus. Les oiseaux viennent des dinosaures. Il paraît que le mammifère le plus gros à l'époque des dinosaures, il ne mesurait pas plus de la taille d'un blaireau. C'est possible, c'est possible. Mais il n'y avait pas de blaireau à l'époque. Il y avait une version préhistorique. Ils étaient tout petits et ils faisaient gaffe, ils sortaient la nuit. Le plus gros mangeait des bébés. Par contre, lorsque les dinos ont disparu, les mammifères, ils ont pris le pouvoir et il y a des mammifères qui sont devenus énormes avant l'arrivée de... On va arrêter là parce qu'on a encore un thème et on voudrait que Nicolas, il rentre chez lui avant 23h, tu vois. Donc, voilà. Donc, Nicolas, vous êtes tous intarissables, Nicolas, vous êtes tous intarissables sur ce thème-là. Merci, Ronan. Un thème très, très intéressant. Ma blague. Hier, j'ai vu un tyrannosaure sortir de chez le dentiste. Un tyrannosaure ? Mais qu'est-ce qu'il voulait? Je ne sais pas, on n'a pas retrouvé le dentiste. Ma devinette. Quel est l'animal le plus heureux du monde? Le maître d'école. Absolument pas. Le hibou, car sa femme est chouette. Ronan, à toi. Alors, ma blague. Comment ça va? Gomme ci, gomme ça, dit la petite gomme. Ma devinette. Pourquoi le requin marteau s'ennuie-t-il? Parce qu'il n'y a pas de requin clou. Très bien. Gabriel. Ma devinette. Comment appelle-t-on un rat qui flotte? Un radeau. D'accord. Ah, devinette, excuse-moi. Le maître interroge Clara. Quand un poème n'est pas en vers, en quoi est-il? En plastique. Super. L'autre, Gabriel. Ma blague. Docteur, je vois tout en double. Asseyez-vous sur ce tabouret. Lequel? Ma devinette. Que fait un footballeur dans un salon de coiffure? Réponse. Une coupe. Et notre amie Margot. Ma blague. Papa demande à Sacha, qu'as-tu mangé à la cantine aujourd'hui? Du steak haché. Avec quoi? Une fourchette. Ma devinette. Quel est le crustacé le plus léger? La palourde. Super. Oui, mais c'est pas un crustacé, c'est un mollusque. Bon, d'accord. Est-ce que tu as le nom latin? Ça. Bon, allez, on y va. On va passer au thème. Dernier thème c'est Nicolas qui nous emmène en voyage dans le nord de la France. Ah, vas-y, emmène-nous. Bonjour. On va où? Aux aquariums. Aux aquariums, où ça? Pas partout. Ah, c'est Il y a pas des seulement. aquariums Bon, alors partout. vas-y. C'est ton thème à toi. Bonjour, je m'appelle Nicolas et je vais vous parler des aquariums. Certains aquariums
comme le Marineland, possèdent des spectacles d'otaries, d'orques ou de dauphins. D'autres, comme Monaco ou Sea Life, n'en possèdent pas. En revanche, ils ont des aquariums fermés, c'est-à-dire qu'on les voit d'une vitre. Le plus grand aquarium d'Europe est Nausicaa, avec son grand bassin, qui fait 10 000 mètres cubes, qui représente plus de la moitié du volume d'eau total de Nausicaa, qui fait 17 000 mètres cubes. Mais ce n'est pas le plus grand au monde. C'est l'aquarium de Géorgie, aux États-Unis, qui a un tunnel de plus de 155 mètres de long. Cet aquarium possède des requins-baleines, qui mesurent 18 mètres de long. Chose incroyable, les requins ne peuvent pas s'arrêter de nager, car sinon, ils couleraient. Les requins, contrairement aux poissons osseux, ne possèdent pas de vessie natatoire, qui sert de flotteur aux poissons. Mais par contre, ils ont un foie énorme qui produit de l'huile, plus légère que l'eau, elle fait remonter le requin. La vessie natatoire se gonfle d'air pour remonter. Le problème est que si un poisson remonte trop par rapport à l'altitude, il peut exploser littéralement. Comme par exemple un poisson abyssal qui remonte à la surface. C'était Nicolas. J'espère que mon thème vous a plu. En tout cas, de nous emmener dans le nord de la France, à Nausicaa, et aussi dans les abysses. Un peu partout. Explique-nous, c'est quoi des abysses? En fait, les abysses, c'est un peu au fond de la mer, à 3 km de profondeur. L'océan, même, je pense, hein, des endroits où on peut pas aller normalement. Hein. Si on est allé par la plongée, on serait écrasé par la pression. Donc on y va avec des tout petits sous-marins spéciaux pour ça. Voilà, et on retrouve là-bas des animaux extraordinaires. On y va pour les questions? C'est parti. Vas-y, Nicolas, tu interroges? Gabriel Dufay. Quelle est la différence y a-t-il entre un requin et un dauphin? La différence la plus remarquable est que la nageoire caudale du dauphin est à l'horizontale. Une autre, le requin est un poisson et l'autre est un mammifère. Donc si c'est un poisson... Si c'est un poisson, il a des branchies, sinon, non. Donc il vit dans l'eau. Si c'est un mammifère... Il vit dans l'eau, mais il est obligé de remonter à la surface pour respirer. Voilà, il a un temps limite. Même s'il est important, il faut qu'il remonte à la surface. Autre question. Renan. C'est comment un requin-baleine? C'est un requin de 18 mètres de long. Ça, je vous l'ai déjà dit. Hein. Il possède des millions de toutes petites dents. Et malgré sa taille, il ne se nourrit que de plancton. D'accord. Gabriel Sanchez. Ne dites pas le nom, dites Gabriel. Parce qu'il y en a deux. Gabriel 1, Gabriel 2. Quel animal as-tu rencontré à Nausicaa? Il y en a plein. J'ai rencontré les plus grandes raies du monde, les raies manta. Il y a également des requins marteaux, des mérous, des murènes, des méduses et plein d'autres créatures. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les raies à Nausicaa? On peut encore le faire? Oui, c'est vrai. Il y a un bassin tactile, mais il y a plein de poissons. C'est des petites raies, des raies passenenac, des petites morues, hein, comme on en mange dans les supermarchés. Moi, j'y suis allé il y a longtemps, et on pouvait caresser des raies, c'était même autorisé. On peut encore le faire ou pas? Oui, j'en ai caressé une. D'accord. Margot. Ça se trouve où, Nausicaa? Ça se trouve à Boulogne-sur-Mer, au bord de la plage. Donc c'est où? Dans le nord, dans le sud? Dans le nord de la France. Tout en haut. Hein. Le Touquet, c'est à côté? Dans mon texte, j'ai écrit... J'ai du mal à me... C'est vrai que ça? Alors le bâtiment, il est magnifique. Hein. Il est moderne. Donc c'est un des plus grands aquariums européens? Oui, c'est le plus grand. D'accord. À quoi ça sert un aquarium géant? En fait, l'aquarium géant de Nausicaa a été fait grâce à un pari. Ils l'ont réussi. 100 000 mètres cubes d'eau, le record européen est battu. Et aussi, évidemment, il existait déjà. C'est juste que le truc le plus récent, c'est le grand aquarium. C'est une exposition. Donc, voyage en haute mer. Donc ça va nous montrer aux gens des poissons qui sont très très loin, qu'on voit jamais. Oui, à l'île de Malpelo. D'accord. Et puis ça permet aussi... Ça la représente un peu. Peut-être de
de préserver des poissons, peut-être comme un zoo, peut-être, je sais pas. Oui, un peu comme ça. Peut-être, ouais. Ensuite, comment et quand y es-tu allé? J'y suis allé pendant les grandes vacances en voiture. Le parking de Nausicaa est souterrain. Puis nous sommes remontés et enfin nous sommes entrés. Il faut combien de temps pour y aller en voiture? D'ici il faut à peu près 2 heures. D'accord. À peu près. Personne ne vous a fait une queue de poisson sur la route ou... Non, bon, il n'est pas terrible. Bon. Est-ce que tu as un aquarium chez toi? Non, je n'en ai pas. J'aurais bien voulu, mais non. Ouais, donc, Pourquoi tu m'as dit, est-ce que vous pouvez demander à mon père, mais vous dites pas que c'est moi qui l'ai demandé, d'accord? Donc, est-ce que ce serait pas bien que Nicolas, il a un aquarium chez lui? Bon, c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait? Oui. D'accord, bon. Mais j'ai pas dit que ça venait de toi, j'ai pas dit. Et en plus, ça serait bien parce que apparemment, ça a des vertus apaisantes, les aquariums. Oui, c'est vrai. Bah, regarde, en classe, on se met devant, ça calme, ça... Moi, je me suis fait une tête d'aquarium, mais ça marche pas. Hein. Non, mais un aquarium, ça calme, c'est très reposant, on voit les poissons, et puis on va s'asseoir, puis on part au travail. Voilà. Bah écoute, Nicolas, merci, ça donne envie d'y aller. Moi, j'y suis allé il y a longtemps. Monsieur, Oui. moi je vais y aller samedi à Nausicaa. Ah, tu y vas? Oui. Super. Et ben, je te tu me ramèneras conseille des photos? Oui. Et puis un ou deux poissons. D'accord. Alors, on va, écoute, Nicolas, merci pour le... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y en a plus? On va commencer par Nicolas. La poésie, Nicolas. Oui. La neige sur la plaine. La grande plaine est blanche, immobile et sans voix. Pas un bruit, pas un son. Toute vie est éteinte. Mais on entend parfois, comme une morne plainte, quelques chiens sans abri qui hurlent au coin d'un bois. Oh, la terrible nuit pour les petits oiseaux. Un vent glacé frissonne et court par les allées. Eux, n'ayant plus l'asile ombragé des berceaux, ne peuvent plus dormir sur leurs pattes jolies. Dans les grands arbres nus que couvre le verglas, ils sont là, tout tremblants, sans rien qui les protège. De leur œil inquiet, ils regardent la neige, attendant jusqu'au jour la nuit qui ne vient pas. Guy de Maupassant. Ronan. L'écureuil. Dans le tronc d'un platane se cache une cabane. Un petit écureuil est assis sur le seuil. Il mange des cerises, tricote une chemise, recrache les noyaux, se tricote un maillot, attaque les noisettes, fait des gants, des chaussettes. Qu'importe s'il fait froid, tant pis si vient l'hiver, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, l'écureuil fort adroit se fait des pulls au vert. Jean-Luc Moreau. Gabriel. Les épouvantails. Je les ai vus. Ils passaient par les sentes, avec leurs yeux comme des fentes, et leurs barbes comme du chanvre. 2 bras de paille, un dos de foin, blessés, troués, disjoints, ils s'en venaient des loin, comme d'une bataille. Un chapeau mou sur leurs oreilles, un habit vert comme de l'oseille. Ils étaient 2, ils étaient 3, j'en ai vu 10 qui revenaient du bois. Émile Verhaeren. Gabriel. Conseil donné par une sorcière. Retenez-vous de rire dans le petit matin. N'écoutez pas les arbres qui gardent le chemin. Ne dites votre nom à la terre endormie qu'après minuit sonné. À la neige, à la pluie, ne tendez pas la main. N'ouvrez votre fenêtre qu'aux petites planètes que vous connaissez bien. Confiance pour confidence. Vous qui venez me consulter, méfiance, méfiance. On ne sait pas ce qui peut arriver. Jean Cardieu. Et Margot. Le petit dessinateur. Sous mon crayon de grand bateau, naissent joyeux et je voyage. Un long trait bleu au fil de l'eau. Par-dessus un ciel sans nuages, mon crayon jaune et un soleil. Mon rouge, une cerise bien mûre. Mon noir, la nuit et le sommeil. Mon vert,
un coin de la nature. Sous mon crayon des paysages s'animent sur du papier blanc. Je crée des sources de bocage et des oiseaux presque vivants. Ah, je suis un magicien. Aux baguettes multicolores, des ailes soulèvent mes mains et je m'envole vers l'aurore. Jean-Louis Vahan. Vanham. Voilà. Eh ben, donc 5 jolies poésies, toutes plus belles les unes que les autres. On va maintenant prendre congé de vous. On va commencer par Nicolas. Vas-y, Nicolas. Je remercie. Comment? Je remercie les. Eh ben, tu dis, c'est Nicolas. C'est Nicolas. Je remercie tous ceux qui nous ont écoutés, les correspondants canadiens, ma mère qui en ce moment m'écoute. Ça, bon, déjà pas mal. Bon, tous les auditeurs. D'accord. Oui, et un grand merci à Nicolas aussi. Hein. Ah, ça c'est important. Renan. Alors, je voulais dire merci à mes grands-parents qui m'ont écouté, à mes amis de l'école, du périscolaire et chez eux peut-être. Et aussi, je voulais souhaiter un bon anniversaire pour ma tata mercredi. Je veux passer un petit coucou au périscolaire, à ma mamie Josiane et à mes grands-parents qui m'écoutent. Moi, je remercie tous les élèves de l'école qui nous écoutent. Je remercie aussi toute ma famille. Et je remercie la patrouille de France qui nous écoute peut-être. Et je remercie Nicolas et toute l'équipe de Radio Puisalène. Je remercie. Faites un petit coucou. Je fais coucou à Marina, au périscolaire, à ma mère qui doit m'écouter, à mon parrain et à ma marraine. Merci Nicolas. Voilà, au revoir à tous.